Bonjour à tous, je suis, et à toutes. Je suis Élodie Liobé, directrice du cabinet d'études Génératio. Bonjour à tous, donc moi je suis Anne-Bérénice Simzac, je suis sociologue et responsable du pôle recherche chez Génératio. Donc nous sommes ravis d'animer cette matinée avec vous. Au sein de Génératio, nous accompagnons des acteurs des territoires qui souhaitent s'investir sur la question de la transition démographique et du vieillissement dans un contexte de réflexion systémique. Et comme vont le montrer l'ensemble des intervenants qui vont intervenir donc, ce matin dans cette table ronde, on va voir que les EHPAD sont réellement un tournant. Les EHPAD qui sont des acteurs clés de l'accompagnement de la perte d'autonomie dans les habitats et dans les territoires, et du coup on va pouvoir détailler un petit peu ce tournant qui s'opère pour ces structures. C'est vrai que ce tournant, il est multiple, vous avez pu le voir hier, et puis aujourd'hui nous allons aborder un certain nombre de sujets autour, que ce soit en termes d'intégration des EHPAD au sein de leurs écosystèmes territoriaux, des modalités également de travail ensemble que nous allons aborder et qui vont changer dans les prochaines années, ou alors en termes d'organisation, que ce soit interne ou de gestion des compétences. Alors dans un premier temps, on va vous proposer de dresser un petit peu un état des lieux de ces EHPAD, donc voir un petit peu en termes de répartition territoriale, mais aussi d'impact socio-économique ou d'impact sociétal sur leurs intégrations dans la vie locale. On parlera ensuite des CRT, vous l'avez vu sur le programme, donc des centres de ressources territoriaux qui ont été lancés en 2022 et des premiers retours terrain que l'on peut faire sur ce dispositif. Ensuite, on ira travailler sur un côté un petit peu plus technique qui sont les GTSMS, donc les groupements territoriaux social et médico-social, et on s'interrogera sur leur impact sur l'écosystème actuel des EHPAD. Le service public territorial de l'autonomie. Nous aborderons le lancement également de cette préfiguration qui a aujourd'hui lieu dans 18 territoires. Et puis nous finirons notre matinée par un voyage dans les Outre-mer qui sont, comme vous le savez, particulièrement impactés par les enjeux de la transition démographique. Donc pour nous accompagner dans cette matinée, j'appelle notre grand témoin, Madame Cécile Courrèges, qui, après avoir été directrice générale des ARS Bourgogne et Pays de Loire, est aujourd'hui directrice de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Alors pour commencer cette table ronde, on va accueillir notre première intervenante, donc Madame Christine Jandel. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre accueil aujourd'hui. Merci Madame de nous accompagner sur cette table ronde. Voilà une magnifique photographie d'un résident d'EHPAD sur son territoire, les pieds bien ancrés dans le sol et dans la nature. Donc vous avez sous les yeux la France métropolitaine exclusivement, et je m'en excuse, mais je sais que l'outre-mer et les territoires, l'ensemble des territoires français sont traités ultérieurement. Vous voyez tous les petits points qui représentent effectivement l'un des 7500 EHPAD présents sur le territoire. Pour donner quelques ordres de grandeur, près de 70% des Français aujourd'hui demeurent à moins de 5 km d'un EHPAD. C'est tout de même un point de proximité à citer. Une autre idée reçue, parfois les EHPAD peuvent être considérés comme des éléments urbains, mais pas du tout. Les EHPAD sont aussi très présents dans les territoires moins denses en population et dans les territoires périurbains. 4 EHPAD sur 5 sont situés dans un département peu ou moyennement dense, ce qui d'ailleurs peut être un moyen de répondre au sujet de la désertification médicale. Et quand on superpose la carte de présence des EHPAD et la carte de densité des médecins libéraux, on se rend compte qu'il y a une vraie complémentarité. En France, alors c'est peut-être pas anecdotique, mais il y a tout de même plus d'EHPAD aujourd'hui que de bureaux de poste. Et le nombre de bureaux de poste diminue, alors que le nombre d'EHPAD continue à augmenter gentiment. J'ai envie de dire que les deux points de proximité de santé sont les EHPAD en nombre et puis bien entendu les pharmacies, 7500 EHPAD, mais plus de 20 000 pharmacies tout de même, ils nous battent de très très loin, soyons honnêtes. Bon, la seule chose c'est que chercher un cachet d'aspirine le dimanche dans une pharmacie c'est parfois un peu compliqué, alors qu'un EHPAD c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 comme chacun sait. Voilà, donc la conclusion c'est que l'EHPAD tout de même, vous l'aurez bien compris, est un maillon assez essentiel de l'aménagement du territoire. Et puis je rajouterai un dernier chiffre. Quand vous prenez en fait ce que représente la somme des investissements, ne serait-ce que pour construire les EHPAD. Aujourd'hui, si on devait reconstruire tout le parc d'EHPAD en France,
on serait sur un budget de l'ordre de 120 à 150 milliards d'euros. 120 à 150 milliards d'euros. Ne jouons pas avec un tel patrimoine français comme on pourrait jouer avec le feu. 120 à 150 milliards d'euros, on n'est pas loin des Jeux Olympiques. Bon, c'est 60 Jeux Olympiques de Paris 2024, selon les chiffres estimés de 5 milliards de coûts d'investissement pour les Jeux Olympiques de Paris, mais comme il bouge beaucoup dans la presse, je suis un peu prudente. Ce qui bouge un peu moins, c'est le budget de fonctionnement de la ville de Paris, par exemple. C'est entre 10 et 12 fois le budget annuel de fonctionnement de la ville de Paris. Donc on parle à la fois d'un réseau, c'est, pour prendre encore un autre exemple, de l'ordre de 8 à 10 lignes de TGV. Donc c'est tout de même un patrimoine dont on n'a pas conscience suffisamment. Et je pense que c'est important de recaler parfois les ordres de grandeur pour comprendre le trésor national, si je peux me permettre de le dire ainsi, que représente le réseau d'EHPAD sur le territoire français. Et justement, en parlant de chiffres, est-ce que vous auriez des éléments sur l'impact économique de ces EHPAD sur les territoires ? Bien sûr. Alors, si on peut avancer, je vous remercie. Le premier impact, et je pense que toutes les directrices et tous les directeurs d'EHPAD ici présents dans la salle le connaissent bien, c'est l'impact sur l'emploi. Les EHPAD en France, c'est 400 000 emplois directs, puis ce sont aussi des emplois indirects et des emplois induits, associés. Donc au total, c'est 600 000 personnes qui sont concernées, ce qui représente environ 2% de la population active française. Nous aurons besoin, dans les années à venir, d'un peu plus de 180 000 ETP, je déteste ce terme, effectifs à temps plein, donc de 184 000 salariés supplémentaires pour assurer les besoins. Ce sont des métiers qui font sens pour les personnes qui exercent, puisque plus de 80%, 86% des salariés qui travaillent dans les établissements sont à la fois à durée déterminée, dont un emploi pérenne, et plus de 80% considèrent que ce sont des métiers qui ont une utilité sociale et qui fait du sens. J'en profite pour aborder un dernier point. La France considère souvent, ou les Français considèrent souvent, qu'on a choisi un excès d'institutionnalisation et que nous serions quelque part suréquipés en institutions par rapport à d'autres pays européens, parce que nous aurions privilégié à tout crin l'entrée en établissement plutôt que le maintien à domicile. Et je pense que comme tous les Français, je rêve de rester le plus longtemps possible à mon domicile et dans le meilleur état de santé possible. C'est clair, là-dessus, il n'y a aucun sujet. Mais juste pour remettre quand même quelques ordres de grandeur en tête, la France, en nombre de places en établissement comparé au nombre de personnes de plus de 80 ans, alors après on peut faire varier les statistiques entre 75, 80 et 85, se situe exactement au milieu du classement des pays européens. Les pays les plus équipés de manière très surprenante, c'est la Suède. Je ne suis pas sûre qu'on aurait tous ça en tête. La Suisse, je ne suis pas sûre qu'on aurait tous ça en tête. La Finlande, l'Allemagne. La France est au milieu. Puis à l'autre bout du spectre, vous avez l'Italie, la Roumanie, ce type de pays où effectivement l'offre est encore très très faible en établissement. Alors je ne suis pas sûre qu'il faille en tirer une conclusion, mais en tout cas, arrêtons peut-être de penser qu'on a forcé l'institutionnalisation à tout crin. Oui, le pays est bien équipé en établissement. Oui, les établissements ont besoin de se réinventer, on est tous d'accord. Et je pense que la journée d'hier a bien montré les manquements. Mais ne pensons pas que la France est un pays qui a trop investi dans son infrastructure d'EHPAD. Elle mérite d'être renouvelée aujourd'hui certainement sur plein de points, mais elle n'est pas suréquipée aujourd'hui. Dernier point peut-être sur les impacts économiques. Un EHPAD, et là aussi chacun des opérateurs le sait, est un vecteur d'emploi local et d'inclusion. Alors pour beaucoup de raisons, d'abord ce sont des emplois de proximité. Un EHPAD moyen, c'est environ 75 personnes qui y travaillent directement ou indirectement. À 80% d'entre eux, ce sont des personnes qui habitent en toute proximité de leur lieu de travail. Et c'est souhaitable d'ailleurs, parce que c'est ce qui favorise la rétention et la fidélisation à l'EHPAD en question. C'est aussi une infrastructure qui produit énormément de repas, 650 millions de repas par an tout de même, qui sont pour la plupart du temps en fourniture en circuit court, donc qui aussi permettent de faire travailler l'économie locale.
c'est parfois et assez souvent le premier employeur de la cité, de la ville, du village, du bourg, vous l'appelez comme vous voulez, quand vous êtes dans une zone moins dense. Et je pense que tous les élus locaux le savent, l'EHPAD est un acteur économique important pour beaucoup de bourgs dans lesquels il est installé. L'ouverture d'un EHPAD, c'est toujours un événement et c'est un élément d'équipement de la cité important. Et justement, en termes d'inclusion locale, est-ce qu'il y a d'autres apports de l'EHPAD en fait, par rapport à cette inclusion dans les territoires ? J'ai envie de dire pas suffisamment. Je pense que nous avons tous envie que nos EHPAD soient encore plus ouverts sur l'extérieur qu'ils ne le sont aujourd'hui. À noter depuis quelque temps beaucoup de rapports, d'innovation, d'incitation, y compris sur le plan des schémas, d'organisation et des financements qui sont donnés. Pierre-Yves parlera tout à l'heure des centres de ressources territoriaux, mais vous avez aussi toutes les expériences autour des tiers-lieux, que ce soit les crèches, les restaurants. Voilà. Et encore une fois, un EHPAD, c'est un jardin qui peut être partagé, c'est une salle de kiné de rééducation qui peut être partagée, c'est une cuisine qui peut fournir des repas, c'est un restaurant qui peut accueillir des personnes de tout âge, ça peut être une crèche, ça peut être des pièces rafraîchies l'été. Je prends souvent l'exemple, et malheureusement c'est vrai que je pense que tous les directeurs et les directrices souhaiteraient les utiliser davantage et accueillir plus largement. Maintenant, il nous manque 2 ingrédients pour faire ça, un peu de temps. Soyons honnêtes, un peu de temps. Voilà, j'ai parfaitement conscience, moi-même qui pousse en permanence à l'innovation sur le sujet dans le réseau Colisée, je suis consciente que nos directeurs aujourd'hui courent après le temps, courent après les recrutements, courent après la fidélisation, courent pour répondre aux différentes demandes des autorités tout à fait légitimes, mais il se trouve que c'est toujours du temps à y consacrer. Voilà, donc un peu de temps pour mener des projets, et on rentre dans un espèce de cercle vicieux de l'urgence qui empêche de se poser pour développer des projets de plus long terme, et ça je crois qu'on peut tous le regretter. Et puis un deuxième élément qui est qu'il faut accepter de prendre du risque, et on en parlait au téléphone, c'est vrai qu'ouvrir son établissement, c'est aussi prendre le risque, à l'époque du Covid, de faire rentrer le Covid. Quand on ouvre son établissement, c'est prendre le risque de voir un résident éventuellement pas faire une fugue, ce terme est impropre. Je veux dire, nous avons affaire à des adultes, donc j'allais dire prendre la poudre d'escampette parce qu'il a envie de retourner chez lui et déclencher des recherches. C'est aussi des familles qui peuvent se plaindre parce que tout le monde n'a pas pu participer de la même manière, ou que ça mobilise à un moment une partie de l'équipe parce qu'on fait une sortie à l'extérieur et que du coup elle n'est plus dans l'établissement. Enfin, tout ça, tous les professionnels qui sont dans la salle le connaissent. Ça demande une collectivité d'envie d'ouvrir les pattes sur l'extérieur et d'accepter de sortir du train-train quotidien de l'établissement de soins. Et ça demande effectivement que toutes les parties prenantes souhaitent s'y associer et acceptent ce coût bénéfice-risque entre on protège à tout prix les habitants de l'EHPAD ou on leur permet de s'intégrer au mieux dans la cité. Voilà. Et puis je voudrais juste finir par trois citations que j'aime beaucoup, que j'ai empruntées à Édouard de Henzel dans une des nombreuses notes qu'il a produites. Donc s'il est là, Édouard, excuse-moi, mais je suis allée voler de ta matière, parce qu'il faut vivre d'espoir après tout, et après la journée d'hier, je pense qu'il faut aussi que chacun et chacune d'entre nous retrouve le plaisir et la fierté d'exercer dans ce métier. Et voilà. Et le grand âge, c'est dans une étude qui a été produite par le Cercle Vulnérabilité, le grand âge, c'est avant tout pour les Français le témoignage d'une longue histoire, la chance de faire l'expérience du lien intergénérationnel et l'âge de l'expérience et de la transmission. J'ai trouvé ça superbe parce que quelque part, le réseau d'infrastructures des EHPAD, oui, c'est un patrimoine, et les résidents, les habitants que nous appelons les mentors chez Colisée, qui nous font l'honneur et la confiance de venir y vivre, sont aussi une grande part de notre patrimoine national. Ne l'oublions pas, ça aussi, c'est de notre responsabilité de l'entretenir dans les meilleures conditions possibles pour les générations futures. Merci beaucoup pour ces apports. Madame Courrèges, est-ce qu'on pourrait avoir votre regard sur tout ce qui vient d'être dit ? Tout à fait. Déjà, un petit clin d'œil à Luc Broussy. C'est vrai que quand il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, jeune inspectrice de l'IGAS, la direction de l'IGAS est venue me voir en me disant on a besoin de quelqu'un qui se spécialise sur la politique personnes âgées, parce que c'est une politique qui est en train de se construire. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, on parlait encore des sections de cure médicale pour les plus anciens. J'avoue que je ne pensais pas me retrouver grand témoin aujourd'hui parmi vous. Je ne peux qu'aller dans le sens de ce qui a été dit précédemment. Les EHPAD, c'est un véritable objet territorial. Là, on a eu la carte nationale, mais Auvergne-Rhône-Alpes, les EHPAD, il y en a à peu près 1 millier. Sur les 7500 à l'échelle nationale.
On pourrait prendre les mêmes cartes à l'échelle régionale ou à l'échelle départementale. On verrait qu'il y a un véritable maillage territorial des EHPAD. Des EHPAD, vous en avez partout, et y compris effectivement dans les territoires ruraux, y compris dans les territoires montagneux, vous en avez absolument partout. Ce qui fait qu'effectivement c'est une force, et notamment dans une période comme actuellement où le sujet de l'accès à la santé est devenu extrêmement majeur. Ça a été dit, vous avez aujourd'hui 2 services de proximité sur la santé, c'est l'EHPAD et l'officine de pharmacie. Et ce qui fait aussi, bien sûr, que ça explique aussi un attachement assez fort des acteurs locaux, et en particulier des élus, à la présence de l'EHPAD. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a obligé, sur le sujet des EHPAD, de voir aussi une vision très territoriale et de politique d'aménagement du territoire. Le poids économique aussi a été rappelé, et ce que ça peut représenter à l'échelle d'un territoire. Mais en même temps, et pour faire un peu le lien avec la présentation suivante, justement, ce qui doit rester une force sur laquelle on peut tous s'appuyer, il ne faut pas non plus aussi que ce soit un prétexte ou une raison pour l'immobilisme ou l'isolement. Et je voudrais qu'on évite de ce que je peux parfois entendre sur les territoires, de reproduire ce que j'ai connu sur l'accès aux médecins traitants, où à un moment donné, c'était « ma commune, mon médecin ». Si on s'enferme dans ma commune, mon EHPAD, là aussi on va arriver sans doute à une impasse. On a réussi à faire évoluer la question sur le médecin traitant en pensant plutôt à l'échelle de projets de territoire, à l'échelle d'un territoire, avec des projets autour aussi des maisons de santé pluriprofessionnelles ou de regroupements territoriaux, et une approche beaucoup plus large de la question. Et je pense qu'effectivement aujourd'hui, si on veut que les EHPAD restent cet objet territorial sur lequel on peut tous s'appuyer, il va falloir ouvrir la réflexion dans des vrais projets de territoire, à une échelle de territoire, et pas seulement à l'échelle de la commune, mais aussi, et ça ouvre la question suivante, au-delà des murs de l'EHPAD. Monsieur Guivarch, vous êtes directeur général du groupe ACPPA, groupe associatif qui regroupe quand même 42 EHPAD au niveau national, et vous allez nous parler de votre expérience des CRT, donc des centres de ressources territoriaux, car vous avez été l'un des premiers à vous lancer dans ce dispositif. Alors, ma première question pour vous, ça va être, pourriez-vous nous présenter à la fois ce groupement, et puis également nous expliquer en quelques mots ce que sont les CRT? Tout à fait, merci de me donner l'occasion d'exposer notre expérience du CRT. Alors, la CPPA est une association, donc c'est un groupe associatif de 50 lieux de vie, 42 EHPAD, le reste étant des résidences autonomie et des résidences seniors, très impliqués dans le domicile. Ça, c'est un point important avec toutes les typologies de prise en charge. Et un pôle de formation. C'est le plus gros institut de formation des aides-soignantes de la région Rhône-Alpes. On a écrit notre projet associatif en 2028, et ce projet associatif a consacré le fait que la CPPA, qui est essentiellement un acteur dans l'EHPAD, privilégie le domicile comme la prise en charge principale et stratégique dans une logique de parcours et inscrite dans les territoires. Donc on ne pouvait pas être plus raccord avec le thème d'aujourd'hui. Alors, effectivement, le CRT, nous y avons cru dès le départ. Alors moi, j'ai tendance à dire que le CRT c'est un dispositif qui est bien né. Il a été évoqué dans le rapport Liébaud en 2019. Dès la loi de financement de 2022, on le voit apparaître. Et de façon très claire, on a vu des appels à projets lancés par les ARS en 2022, 23 et 24. Et aujourd'hui, nous avons 4 établissements qui sont engagés dans des CRT. On n'a pas encore le résultat du millésime 2024, mais on a suffisamment de recul puisque nous avons eu le privilège de démarrer dès 2022 avec un CRT à Lyon. Alors, rapidement, hein, le CRT, le maître mot, c'est l'accompagnement renforcé à domicile, qui est dédié à des personnes âgées, et de leur permettre de vivre le plus longtemps possible à domicile lorsque les dispositifs habituels sont débordés et qu'il faut faire intervenir une structure plus robuste, plus solide. C'est donc bien un acteur de second,
de deuxième intention, un peu comme un spécialiste, un acteur de deuxième intention par rapport au dispositif classique. Il ne s'agit pas de se substituer au dispositif déjà existant. Alors très rapidement, il y a 2 volets. Un volet qui est surtout dédié aux professionnels. Chronologiquement, il s'appelle volet 1, mais chronologiquement, il est mis en place en deuxième temps. Le deuxième volet est mis tout de suite en place par les CRT. C'est sa raison d'être, c'est vraiment l'accompagnement de la personne âgée. Et très clairement, c'est considéré comme une alternative à l'EHPAD. C'est vraiment inscrit, un peu quelque part dans les gènes du CRT. Et il s'adresse essentiellement à des personnes âgées ou des aidants qui sont affectés par une vulnérabilité multidimensionnelle. S'il y a une seule vulnérabilité, notamment qui est due à l'âge, eh bien, les dispositifs classiques sont suffisants et sont opérationnels. Lorsqu'il y a une vulnérabilité liée à l'âge, mais aussi à la situation financière, mais aussi à un domicile qui est inadapté ou à un contexte psychologique très compliqué, c'est là que le CRT a tout son sens. Alors, d'où vient l'efficacité du CRT? Pourquoi est-ce qu'on sait faire ce que, quelque part, les dispositifs habituels ne savent pas faire? Ça repose d'abord sur une méthode de travail et sur les multicompétences qui sont rattachées au CRT. Alors, la méthode de travail, elle réside dans une première étape, c'est la visite à domicile. Elle est mise en place par une infirmière coordinatrice qui est appuyée par un médecin coordonnateur, et c'est ça qui va déclencher ce qu'on appelle le processus de prise en charge, le PPA, parcours personnalisé d'accompagnement. Ensuite, tout un certain nombre de professionnels vont venir en appui. Quand il y a un problème financier, les assistantes sociales, les travailleurs sociaux sont extrêmement importants pour définir quels sont les droits auxquels a accès la personne pour pouvoir solvabiliser l'ensemble des services que le CRT va mettre autour de la personne. Il y a un engagement très clair. Dans un CRT, le reste à charge doit être égal à 0. C'est une véritable gageure. Quand il faut aménager le domicile, c'est l'ergothérapeute. Quand il faut traiter des problèmes psychologiques, c'est la psychologue qui intervient. Et pour résoudre des problèmes d'isolement majeur, la coordinatrice de vie sociale, l'animatrice, a aussi un rôle absolument essentiel. Alors les exemples sont très nombreux. Qu'est-ce qu'on réussit à faire quand on est, Alors, j'ai pris des verbatim, puisque j'ai interviewé nos opérationnels, donc je respecte à la lettre de verbatim, je ne veux pas le transgresser. Très clairement, on arrive à éviter des hospitalisations. Monsieur X sort de l'hôpital en séjour post-opératoire. Il se montre incapable de suivre les protocoles qui lui ont été enseignés. Appel à l'aide d'une assistante sociale rattachée à l'hôpital. On met en place une interaction du CRT. Bien évidemment, le processus de cicatrisation se passe bien. On évite une hospitalisation et tout le monde en est ravi. On retarde l'entrée en EHPAD. Madame Y est affectée d'une pathologie, la maladie de Charcot, dans une résidence senior qui veut absolument interrompre le séjour. La résidence senior appelle le CRT à la rescousse, qui met en place un certain nombre de dispositifs de soins, mais aussi d'aménagement du domicile au sein de la résidence service. Elle est rassurée et elle accepte de continuer le séjour de Madame Y. On arrive à éviter de la maltraitance familiale. Dans certains cas, on est alerté par un certain nombre d'acteurs qui nous demandent d'intervenir parce qu'ils sont en constat de maltraitance familiale. On peut aussi favoriser progressivement l'entrée en EHPAD. Dans des cas extrêmement difficiles où une personne âgée est en refus d'entrer en EHPAD, le CRT peut très bien apaiser les situations et permettre pendant le séjour au sein du CRT de bénéficier d'un accueil de jour, de prestations d'animation au sein de l'EHPAD et permettre en quelque sorte à la personne concernée de cheminer avec son entourage vers une entrée plus douce en EHPAD. Quand on a préparé cette intervention, vous m'avez dit qu'il y avait aussi une vocation d'entrer dans le CRT, mais aussi d'en sortir sur certains parcours de vie. Et également qu'il y avait un bénéfice. Alors, ça date de 2022, donc c'est vrai que le retour d'expérience est un peu court, mais que vous voyez déjà des bénéfices et des avantages en interne aussi au sein des structures par rapport à ce dispositif.
Tout à fait. Si je reprends les verbatim, le CRT est comment dire, salué de façon unanime, sans réserve. C'est considéré comme comment dire, un dispositif porteur de sens, c'est ce que j'ai noté. Les gens ont l'impression de vivre une aventure collective, d'être engagés dans un projet humaniste autour de la personne âgée. Ce sont les termes qu'ils reprennent. La raison d'être du CRT ne fait aucun doute dans leur regard et dans leurs propos. C'est un acteur de terrain, c'est la visite à domicile qui est vraiment comment dire, le point de démarrage, et tout comment dire, le processus se passe sur le terrain. C'est un coordinateur d'acteurs locaux. Alors il y a des CRT qui ont un rayon de 6 km, d'autres qui ont un rayon de 60 km. Ça dépend si on est en zone rurale ou en zone urbaine. Quand on est à un rayonnement de 6 km, on est un acteur hyper local, hein, pas simplement local. Alors, en fait, le CRT met en lien des acteurs qui ont l'habitude d'être dépendants. Ils travaillent ensemble, mais c'est une dépendance subie qui n'est pas organisée, qui n'est pas structurée. En fait, le CRT va donner l'occasion à tout le monde de s'organiser, de se structurer, et on parle d'interdépendance choisie. Donc, entre la dépendance subie et l'interdépendance choisie, l'enjeu est énorme. On voit bien dans la relation d'un CRT avec l'hôpital, pour fluidifier comment dire, les relations ville-hôpital. Alors, il y a un dispositif d'appui à la coordination qui s'appelle le DAC, et au départ, les acteurs se disaient mais on va revenir en concurrence avec le DAC. Pas du tout. Les relations sont intimes, elles sont excellentes entre un DAC qui a à peu près comment dire, toutes les vulnérabilités à gérer et le CRT qui va en traiter une partie. Et il est essentiel que le DAC et le CRT fonctionnent comment dire, correctement, de telle sorte que le DAC, comme vous le disiez, reprenne les bénéficiaires une fois que le CRT a stabilisé la situation, de telle sorte que le CRT puisse accueillir une nouvelle personne. Comment dire, idem pour l'hôpital. C'est une plateforme de compétences avec des personnels de nuit. Ça, c'est vraiment une très grande force pour le CRT. C'est une plateforme de moyens, système d'information. C'est important de faire dialoguer tous les professionnels autour du même système d'information. Certains acteurs mettaient en évidence le simple fait de disposer de la balnéothérapie de l'EHPAD et révéler l'impact qu'ils ont eu auprès de personnes très profondément isolées lorsqu'ils leur ont proposé une séance de balnéothérapie. Donc véritablement, comment dire, quelque chose qui est très prisé. Et c'est aussi, comment dire, ils sont tous gagnés par un sentiment d'utilité. Ils répondent à un besoin, ils en sont absolument certains, qui est non couvert. Une sorte d'interface entre le sanitaire, le médico-social, le social. Un des acteurs m'a dit, mais c'est du médico-social social, parce que la vulnérabilité financière, elle est toujours au rendez-vous, systématiquement. Alors, il y a énormément d'aspects positifs, hein, vous venez de les lister. Est-ce qu'il y a eu des difficultés également? Est-ce qu'il y a des choses dans ces premières années de lancement de CRT sur lesquelles voilà, vous vous dites on a peut-être une marge encore de travail ou de progrès Alors, effectivement, dans ce tableau comment dire, très positif, il y a bien évidemment un certain nombre de menaces. Je parlerai plus de menaces que de difficultés, parce que pour l'instant, on n'en a pas trop vu des difficultés. Alors, moi, j'ai eu une première remarque, c'est que les personnes que j'ai interviewées ont été sélectionnées par leur ARS, notamment l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, donc ils considèrent que c'est un processus très équitable, très sélectif, mais très juste, alors que j'ai entendu quand même un certain nombre d'acteurs qui ont vu leur dossier refusé et qui considéraient que le dispositif était un petit peu élitiste. Donc je me fais l'écho, mais bon, les personnes que j'ai interviewées ne sont pas du tout convaincues du sujet puisqu'ils ont été sélectionnés. C'est un dispositif qui nécessite quand même un savoir-faire dans l'innovation en termes de prise en charge. Si l'EHPAD a des difficultés en interne au départ, je déconseillerais d'y greffer en plus un CRT parce qu'il s'agit quand même d'intervenir vers l'extérieur, de coordonner une dizaine, voire 2 dizaines d'acteurs sur le territoire. Il faut quand même faire un petit peu attention. Les enjeux RH, bien évidemment,
Il s'agit de recruter des personnes introuvables, des médecins coordinateurs qui sont extrêmement difficiles à trouver, des infirmières coordinatrices, et aussi de gérer le turnover, parce qu'une fois qu'on les a recrutés, ils peuvent partir. Ils peuvent être absents. Donc nous, on a un des CRT qui a connu 10 mois d'absence de l'infirmière coordinatrice sur les 12 mois. Et pourtant, quand on a 30 bénéficiaires, il faut continuer à s'en occuper. Alors, petit risque financier, peut-être un petit message. L'enveloppe financière a été définie en 2021 dans le cadre de la loi de finances de 2022. Elle n'a pas bougé. Le dispositif va durer jusqu'en 2028. Si l'enveloppe ne bouge pas entre 2021 et 2028, on a déjà constaté un léger déficit, mais là, on va être sérieusement déficitaire. J'ai, à titre personnel, une question sur l'ampleur et la magnitude du dispositif. Et on va être à 500 CRT en 2028. Ils accueillent à peu près 30 bénéficiaires. Ça fait 15 000, une capacité de 15 000 au total. Quand on voit l'évolution future de la tranche 75 ans, 85 ans, on parle de 2 millions de bénéficiaires potentiels. Tous ne seront pas éligibles au CRT. Mais est-ce que les 500 CRT vont pouvoir absorber cette vague submersive, Ce n'est pas un tsunami. Un tsunami, c'est une vague submersive impossible à prévoir. Là, c'est une vague submersive parfaitement facile à prévoir. Là, ça va être compliqué. Dans le même titre, les personnes que j'ai interviewées m'ont révélé un point, c'est que les pharmaciens étaient très intéressés par les CRT. Christine l'a rappelé, il y a 20 000 pharmaciens. Si ces 20 000 pharmaciens se mettent à faire du dépistage, de l'identification des vulnérabilités, et les résidents écoutent leurs pharmaciens, les CRT risquent d'être un petit peu submergés. Et le dernier point sur la formation, il y a vraiment un enthousiasme très fort des acteurs du CRT pour la formation. Formation à la maladie d'Alzheimer, on fait intervenir France Alzheimer, le Parkinson, France Parkinson, la maltraitance, les fausses routes, la prévention des chutes. Et ce que me rapportaient les différents acteurs, c'est qu'ils ne savent pas quelle est l'ampleur de la tâche. Le domicile va être en première ligne, mais on sent quand même qu'ils sont un peu dans l'angle mort de la formation. Et le travail de formation va être énorme et on n'est pas certain que les CRT à eux seuls vont y parvenir. Donc sur la formation, beaucoup d'enthousiasme, mais un petit doute à répondre à l'ensemble des besoins. Merci beaucoup pour ces éléments. Madame Courrèges, vous êtes sur un territoire qui est leader en termes de CRT, Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place. Quels sont les éléments que vous avez envie d'apporter sur ce dispositif ? Alors, effectivement, en Auvergne-Rhône-Alpes, les CRT, ça commence à devenir une vraie réalité, c'est tangible. Puisque donc on a la garantie de financement pour le déploiement de 60 CRT d'ici 2028 pour la région, mais en pratique on en a 17 déjà qui sont installés, qui fonctionnent, et 13 qui sont en cours d'autorisation. Donc ça veut dire que début 2025 on aura déjà 30 CRT, donc la moitié de l'objectif qui nous était fixé, qui seront actifs dans la région. Alors c'est vrai que c'est un peu tôt pour avoir une évaluation, même si les verbatim permettent de renvoyer un certain nombre de choses, mais nous on en voit tous les cas le potentiel. C'est pour ça qu'on a été très actifs et proactifs sur le sujet. Alors déjà c'est un vrai succès aussi, parce qu'à chaque fois qu'on fait un appel à candidature, puisqu'on fonctionne par appel à candidature, on a beaucoup plus de candidats qu'effectivement de dossiers retenus. Donc on voit l'intérêt aussi que les professionnels apportent à ce type de structure. D'où l'intérêt pour nous aussi de travailler dès le départ à une sorte de maillage territorial. Parce qu'effectivement, si les CRT demain doivent être un lieu un peu de plateforme territoriale, la plateforme de ressources territoriales, un lieu d'appui et de lien entre ce qu'on essaye de porter entre le sanitaire, le social, le médico-social, de sortir du logique binaire entre EHPAD et domicile, et donc de faire ce lien aussi entre les différents modes de prise en charge et d'accompagnement, les différents professionnels, et d'aider effectivement à mettre en lien les différents professionnels. Il faut qu'effectivement ils aient un ancrage territorial, une place territoriale, et qu'ils soient reconnus. Donc nous on travaille déjà totalement dans cette
logique-là, on n'est pas seulement en réponse à la maturité des acteurs et aux souhaits des acteurs, on inscrit ça, et c'est pour ça qu'on procède par appel à candidature, dans une logique déjà territoriale dès le départ. Et c'est vrai que pour l'instant, les retours qu'on voit arriver sont extrêmement positifs. D'abord, les files actives sont immédiatement saturées et rapidement saturées, puisque c'est à peu près 30 personnes accompagnées par CRT. Je pense que vous pouvez témoigner. Oui, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, Madame Courage, c'est que le plus ancien des CRT, il date à peine de 2023, puisque c'est l'appel à projet de 2022. On s'est engagé à prendre en soin 30 bénéficiaires. La file active est déjà à 56, donc il y a 26 personnes qui seraient éligibles et qui ne sont pas prises en charge. Et il y a 10 dossiers en attente. C'est l'inquiétude principale des acteurs qui se disent, mais est-ce qu'on ne va pas passer notre temps bientôt à gérer des files d'attente, à expliquer aux gens qu'on ne peut pas les prendre en soin. Et j'aurais tendance à dire que dès aujourd'hui, il faudrait qu'on se mette à réaliser des expériences de gain d'échelle sur des CRT existants pour essayer d'augmenter en fait le nombre de personnes prises en soin, parce que ça va coincer. C'est juste une évidence, et nous sommes disposés à entamer des belles innovations, des expériences innovantes sur ce sujet. En tous les cas, ça démontre bien que effectivement, ça répond à un besoin. Après, effectivement, le risque dans l'installation des CRT, outre qu'effectivement, encore une fois, en tous les cas, c'est notre vision en Auvergne-Rhône-Alpes, il faut inscrire ça dans un ancrage territorial, dans un maillage territorial, et pas dans une logique un peu concurrentielle ou de réponse simplement au projet. Effectivement, il ne faut pas que les CRT, mais ça a été bien dit, se mettent en substitution ou en superposition. Et c'est un peu ça le risque. On a eu au début un peu de tangage, d'interrogation des DAC. Ce n'est pas que sur votre territoire que la question s'est posée, l'articulation entre DAC et CRT, mais sur d'autres objets territoriaux, on aurait les mêmes sujets qui se posent. Et là, c'est là où il faut qu'effectivement, à chaque fois, on puisse vraiment travailler les liens, le rôle de chacun. Mais je dirais les besoins sont tellement importants qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde. Et je pense que là, au contraire, c'est un appui supplémentaire, encore une fois, pour faire du lien entre des mondes qui ne se parlent pas toujours très fortement, entre le sanitaire, le social, le médico-social. Et l'EHPAD a justement ces différentes dimensions qui fait qu'il peut jouer ce rôle-là. Et c'est vraiment en lien avec ce que je disais précédemment sur la transformation nécessaire des EHPAD et l'ouverture des EHPAD qui est nécessaire. Et là, le CRT est vraiment dans cette logique de transformation de l'EHPAD et d'ouverture de l'EHPAD. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Guivarch. Merci beaucoup, Madame Liobé, Madame Simzac. Merci également à nos deux intervenants sur le sujet, Madame Guillaume, Monsieur Bachellery. Quelques mots avant de lancer la discussion. Aujourd'hui, il existe d'ores et déjà un outil de coopération, le GCSMS, qui a été créé par une loi de janvier 2002. Qui est un outil, on est bien obligé de constater qu'il a été finalement peu appréhendé pour des raisons de complexité qui sont apparentes ou réelles. Moi, je le vois dans ma pratique, un outil qui semble complexe à piloter, complexe à mettre en œuvre, une crainte de la part des établissements d'une perte d'autonomie. Finalement, quelques chiffres peuvent témoigner de ça, mais je ne vais pas vous assommer de données. 11,5% des EHPAD publics appartiennent aujourd'hui à un GCSMS et 50% des EHPAD publics autonomes ne font pas partie d'une direction commune ou d'une fusion. Donc ces données, c'est à tout ça que la loi du 9 avril dernier a souhaité répondre en créant le GTSMS qui prend la forme juridique d'un GCSMS. Et finalement, en mettant cette marche vers l'avant obligatoire, puisque les EHPAD publics autonomes devront, au 1er janvier prochain, dans un délai transitoire de 3 ans, adhérer soit à un GTSMS, soit à un GHT.
Aujourd'hui, mais on va en discuter, hein, on ne sait pas voilà, si les décrets d'application permettront de répondre à toutes les craintes légitimes qui ont été soulevées. Mais à mes yeux, cette loi présente malgré tout quelques atouts. La possibilité de recourir à l'emprunt, la possibilité de créer un budget autonome. Mais voilà, ce sont quelques exemples dont on va désormais donc, discuter avec nos intervenants. Donc j'appelle Madame Guillaume, qui est donc directrice de 2 EHPAD publics, l'EHPAD public des Lumières d'Automne, et également un EHPAD à Aubervilliers, qui est aussi présidente du CODE 3S. Alors, 2 questions pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, vos établissements font partie d'un GCSMS. Lors de la préparation de notre échange, vous m'avez indiqué que cette structure était véritablement voilà, porteur de projets, mais qu'il y avait malgré tout des pistes d'amélioration. Je voudrais vous demander finalement qu'est-ce qui aujourd'hui serait donc perfectible et également quels pourraient être les outils moteurs pour les établissements pour adhérer à un futur GTSMS pleinement. Alors peut-être déjà rappeler qu'aujourd'hui pour les EHPAD publics, se regrouper et arriver dans un GCSMS et les futurs GTSMS, c'est presque devenu une question de survie. Parce qu'aujourd'hui, être directeur d'un EHPAD de 60 places, de 80 places, c'est extrêmement compliqué pour réussir à répondre aux enjeux dont on parlait tout à l'heure, des enjeux de territoire, des enjeux budgétaires, des enjeux de réponse aux attentes aujourd'hui du public accueilli, puisque les demandes évoluent, le public a changé, les critères aujourd'hui auxquels on demande de répondre sont nombreux et on a besoin d'avancer ensemble et d'unir nos forces pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Donc il y a vraiment nécessité aujourd'hui d'aller vers des formes de coopération, même si forcément il y a une source d'inquiétude et il y a des éléments sur lesquels il faut qu'on arrive à répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous êtes un EHPAD et que vous voulez construire un GCSMS, on est confronté à un peu à un parcours du combattant parce que l'outil juridique est parfois difficile à saisir, parce qu'il faut réussir à se mettre autour de la table entre EHPAD, c'est réussir à se mettre d'accord sur l'objectif que l'on vise ensemble, sur notre modèle de gouvernance, sur énormément de questions. C'est un outil extrêmement souple, donc il a aussi cet avantage-là. Mais par contre, le temps de la discussion est parfois très long et il y a nécessité probablement déjà de trouver certains aiguillages en amont et les GTSMS doivent pouvoir aussi répondre à une partie de cette question-là. Donc il faut réussir à simplifier l'outil. Une fois qu'on a passé la rédaction de la convention et qu'on a réussi à se mettre d'accord, quand on est un GCSMS de moyens et qu'on ne gère pas des autorisations, on va être encore confronté à un certain nombre de problématiques si on veut réussir à réellement pouvoir faire du projet ensemble. L'ouverture d'un budget aujourd'hui avec nos trésoreries, quand on en parle avec la DGFiP, eh ben, ils ne savent pas bien ce que c'est, les GCSMS. Et ça prend aussi énormément de temps de trouver la bonne articulation avec le comptable public. Nos logiciels métiers ne savent pas faire. Il y a très peu de logiciels métiers aujourd'hui qui nous proposent des outils qui nous permettent de gérer nos budgets en tant que GCSMS. Donc c'est pareil, ça prend des mois, alors même que bien souvent les ARS sont très motrices pour les GCSMS, souhaitent nous déléguer des crédits et que du coup on est retardé par cette mise en route qui peut être très difficile. Donc il y a vraiment besoin aujourd'hui de mettre de l'huile dans les rouages pour vraiment réussir à trouver le bon fonctionnement et quels sont les attendus de l'outil du GCSMS. Il y a des attentes aussi par rapport au territoire qui sont très fortes parce que si on veut pouvoir penser la stratégie du territoire, il faut pouvoir donner les outils aux établissements, de pouvoir penser un projet stratégique global, ne pas s'enfermer forcément dans un échelon territorial déjà délimité, mais pouvoir aussi s'adapter à la particularité de chacun des territoires. Et là-dessus, c'est un des sujets d'inquiétude par rapport au GTSMS qui pourrait peut-être être un peu plus enfermant. Merci beaucoup. Donc, en 2 mots, une réforme qui est quand même la bienvenue, à votre sens, qui est attendue, mais dont on attend encore aujourd'hui, malgré tout, des précisions. Donc, je vais désormais appeler Monsieur Bachellery, qui est donc sous-directeur des affaires financières et de la modernisation à la DGCS, et qui va donc nous donner quelques précisions, notamment sur les décrets d'application qu'on attend désormais.
J'avais également 2 questions pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous préciser quelles mesures d'accompagnement seront mises en œuvre pour justement aider ces EHPAD publics à finalement appréhender pleinement cette réforme? Et puis également, quelle est la volonté politique qui est sous-tendue par cette réforme? Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Peut-être un peu en propos liminaire, vous dire que, mais ça a été évoqué assez longuement en début de séance hier par Stéphane Pardo de la NAP. On est tous vraiment conscients de ce que vous dites, madame, c'est-à-dire que la nécessité vraiment pour les EHPAD publics d'enclencher un mouvement de regroupement pour réunir leurs forces. C'est un mouvement qui a été fait beaucoup dans le secteur privé. Et finalement, pour nous, c'est vraiment un enjeu de sauvetage du secteur public qui est souvent la seule offre dans certains territoires, souvent ruraux, et la seule offre aussi à tarif raisonnable pour un certain nombre de personnes qui n'ont pas les moyens forcément de se payer des EHPAD privés. Donc pour nous, c'est vraiment un enjeu très important d'enclencher ce mouvement de sauvetage des EHPAD publics. Notre démarche, elle vient du terrain. Alors j'en profite pour vous dire que ça vient d'une visite des EHPAD du Val-de-Marne qui était dirigée pendant longtemps par Richard Tourisseau, à qui je rends hommage aujourd'hui. Et donc du coup, finalement, de ce constat de terrain, de gestionnaires de GCSMS comme vous et qui nous ont dit c'est bien les GCSMS, mais c'est compliqué, c'est perfectible. On est parti de cette idée-là pour essayer d'améliorer le dispositif. On a demandé à la NAP aussi de faire un tour de France des GCSMS, de voir les dysfonctionnements, les améliorations possibles, etc. Et on a abouti aussi en concertation assez étroite avec la FHF et d'autres organisations. On a abouti à cette idée d'obligation pour les EHPAD publics autonomes d'adhérer à un GCSMS qui a été voté par la loi. Pourquoi obligation? Parce que on nous a demandé, ce qui était demandé, c'était vraiment un signal fort envoyé au secteur. Alors obligation, mais qui va s'accompagner de mesures d'accompagnement des structures, parce qu'on sait que les EHPAD publics autonomes sont parfois isolés, avec un management qui est parfois déjà débordé par le quotidien, donc c'est pas forcément évident de construire un projet collectif. Donc on a demandé d'une part à la NAP de mettre en place des webinaires, des systèmes d'accompagnement qui peuvent être collectifs ou individuels. Donc ça existe déjà, cette offre existe déjà. Et vous en avez un, je crois, qui est sur la gouvernance, qui va être lancé, je crois, le 20 septembre. Je ne sais plus exactement la date, mais il faut vraiment aller voir sur le site de la NAP. Et par ailleurs, on a prévu aussi pour 2025 de donner des crédits d'ingénierie aux ARS pour vous aider à faire le diagnostic territorial, pour trouver collectivement quel va être le bon dimensionnement, avec quelle structure vous mariez, entre guillemets. Mais l'idée, c'est vraiment de vous accompagner pour réussir. Alors, c'est pas des fusions, c'est-à-dire que ça permet quand même de maintenir l'autonomie de chaque EHPAD, mais de trouver des actions communes pour se renforcer sur des projets. Alors, ça peut être des projets informatiques, ça peut être des projets immobiliers, ça peut être des projets, bien sûr, d'accompagnement transversal avec une offre large qui peut associer l'hébergement, le domiciliaire. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez souple, mais simplement, il y a une obligation vraiment de rentrer dans cette coopération qui peut aller très loin, mais qui peut aussi respecter, si chacun a envie de garder son autonomie, bien sûr, et sa liberté de fonctionner. Tout le monde ne sera pas obligé d'avoir la même, par exemple, restauration collective. Voilà, c'est vraiment des choix qui sont faits, mais on demande à ce que ce soit... Et alors, il y a un élément qui est aussi très important qu'on a mis en place pour améliorer, c'est la gouvernance. Aujourd'hui, la gouvernance du GCSMS est compliquée et en fait dépend de l'unanimité finalement de l'Assemblée Générale. Donc là, on a décidé qu'il y aurait un directeur du GCSMS. On est encore en train de négocier avec le CNG et la DGOS pour les primes notamment. Je sais qu'il y a un sujet de primes du directeur de GCSMS par exemple, mais bon, des sujets très concrets comme ça. Mais donc la gouvernance va vraiment être renforcée. Et comme vous l'avez dit, madame, il y aura aussi des moyens plus faciles
de recrutement direct, et non pas, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est des systèmes de mise à disposition un peu compliqués. Donc vraiment, la possibilité de recruter, la possibilité aussi d'emprunter s'il y a un projet d'investissement commun. Et alors, par rapport à ce que vous disiez sur la DGFiP, sachez que nous travaillons étroitement avec la DGFiP sur tous les dispositifs de comptabilité commune et de trésorerie commune qui pourront être mis en place dans le cadre de groupes de travail. Alors, vous m'avez posé la question de quand est-ce que va sortir le décret. Le décret, donc c'est quand même un décret assez compliqué à prendre, parce qu'on veut vraiment donner la possibilité à ces structures d'être assez fortement intégrées, que ce soit en termes de gouvernance, en termes de finances, etc., et en termes de RH. Donc tout ça, ça nécessite beaucoup de concertation. Et donc on a fait tout ce travail-là pendant l'été. Notre objectif, c'est de sortir le texte évidemment à l'automne, mais ça a été un peu gelé pendant la phase de gestion des affaires courantes, parce que c'était pas, même si c'était un texte d'application de la loi Bien Vieillir, c'était pas considéré comme strictement des affaires courantes. Donc du coup, on n'a pas pu aller au bout sur la publication du texte, mais notre objectif, ça reste toujours de le publier à l'automne, puisque donc, je donne un élément sur le calendrier. Donc la loi dit au 1er janvier 2025, mais donc rassurez-vous, on ne va pas vous demander en 2025 d'avoir sur tout le territoire des GTSMS constitués. 2025, c'est vraiment la date de démarrage du processus. Vous aurez un an, les structures auront un an pour choisir avec qui se marier, avec l'appui bien sûr des ARS qui pourront leur faire des suggestions, etc. Choisir aussi leur projet, parce que ça doit quand même être compatible avec le PRS, donc c'est assez logique. Donc voilà, un an pour essayer de trouver sur le territoire le bon maillage, et ensuite il reste encore 2 ans pour avoir fini le GTSMS. Donc on est quand même sur un processus progressif, hein, et tout ça avec un accompagnement important, avec l'investissement de l'ANAP que je remercie, et avec les crédits qu'on est en train d'essayer d'obtenir dans le cadre des discussions pas faciles sur 2025, hein, comme vous connaissez la situation des finances publiques. Hein. Mais je pense qu'on va quand même obtenir les crédits d'ingénierie qui permettront aussi aux ARS de vous accompagner. Voilà, merci de votre attention. Je vous prenez place avec nous. Donc, Dominique Libaud, vous êtes président du comité d'orientation et de suivi du SPDA, autre dispositif de coordination actuellement en préfiguration. Nous avons quelques minutes pour parler de ce dispositif. Alors, qu'est-ce que le SPDA pour ceux qui sont passés à côté ? Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette occasion effectivement de présenter ce SPDA qui est un peu plus loin au départ du sujet EHPAD, mais on va voir quand même qu'il y a un lien. Certains savent peut-être que donc j'avais réalisé un rapport grand âge autonomie et évidemment il y avait beaucoup de sujets dans ce rapport qui était supposé préparer une grande loi, mais parmi ceux-là un sujet m'avait retenu, c'est tout l'aspect décloisonnement, l'aspect complexité vue des personnes du sujet quand on entre dans ce parcours de la perte d'autonomie, et le fait que, et je pense que c'est vraiment un travers de notre organisation publique, pas seulement dans le sujet de l'autonomie, dans beaucoup d'autres sujets, qui est tout simplement qu'on a beaucoup d'offres, mais finalement très cloisonnées. Et ça tient à beaucoup de facteurs, comme notre histoire institutionnelle, le social plutôt du côté des collectivités locales, la santé du côté de l'État. Et quelle est la conception moderne de l'autonomie ? C'est travailler sur les capacités des personnes, c'est travailler sur le parcours des personnes. Ce n'est pas simplement avoir une stratégie de compensation, c'est une autre vision. C'est ça qu'on essaye de porter, d'ailleurs, du côté du grand âge comme du côté du handicap. Et les Jeux paralympiques viennent de nous le rappeler du côté du handicap que, oui, une stratégie sur l'autonomie, ce n'est pas seulement de la compensation, c'est travailler sur les capacités des personnes, travailler sur le parcours, travailler avec les personnes elles-mêmes. Donc, on ne peut pas avoir cette philosophie de l'autonomie, cette philosophie du grand âge, et notamment par rapport au vieillissement de la population qui nous attend, sans travailler sur le décloisonnement de tous les acteurs. Et le service public départemental de l'autonomie, ce n'est rien d'autre, au fond, que mettre tous les acteurs de l'autonomie ensemble, pour travailler ensemble sur un territoire, sur
les dimensions qui méritent évidemment de travailler ensemble. Je dis ça parce que, par exemple, je reste favorable à la tarification unique, au tarificateur unique du côté EHPAD. Ce n'est pas la peine de travailler ensemble si ça n'a pas de plus-value. Mais en revanche, sur les sujets comme l'information, l'accueil, l'orientation, sur la gestion des droits, sur les solutions concrètes, sur la prévention, oui, on a besoin de travailler ensemble, santé sociale, et de décloisonner. C'est ça, le SPDA, c'est mettre en place tout simplement une façon de travailler ensemble sur les territoires entre tous les acteurs, et qui donc va favoriser tout ce qui est décloisonnement aussi entre les acteurs sanitaires eux-mêmes et sociaux. C'est-à-dire que très souvent, un acteur, un opérateur, il va avoir une tutelle qui va lui parler santé, ou une autre qui va lui parler social, ou etc. Demain, je voudrais une culture commune. Je voudrais que tout le monde parle le même langage, parle ce langage effectivement santé sociale, ce langage effectivement du parcours du patient, ce langage, voilà. Et je pense que pour l'EHPAD, ça sera un plus, effectivement, de pouvoir avoir cet écosystème qui se parle sur un territoire, sur l'autonomie. Alors aujourd'hui, il y a 18 territoires préfigurateurs qui ont été lancés, 18 départements. Concrètement, quels sont les retours que vous avez? Comment les choses ont été mises en place? Alors, à chaque fois un petit peu différemment, mais comment vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça se passe sur le terrain? Alors c'est vrai qu'on est parti d'une démarche de préfiguration avant une démarche de généralisation qui nous attend à compter de 2025 et qui a été votée par le Parlement dans le cadre de la loi Bien vieillir, mais préfiguration parce qu'on souhaitait, on ne souhaite pas que ce soit une démarche vue d'en haut. Donc ce sujet de travailler ensemble, on ne va pas dire d'en haut, ah tiens, dans tous les départements, c'est comme ça que ça se passe, etc. Le sujet, c'est d'aider les acteurs à s'organiser et de voir effectivement, territoire par territoire, comment ils peuvent faire. Donc d'abord, faire appel au volontariat. Ces 18 territoires, ils étaient volontaires. On a un président de conseil départemental dans la salle, Olivier Richoux, qui en Mayenne, et qui est un des territoires préfigurateurs. Donc, ça repose sur la volonté déjà des gens de se dire, bon, comment on y va, etc. Évidemment, on a commencé au début 2024, il faut s'organiser pour savoir comment on travaille ensemble, etc. Donc, il y a ce premier sujet de créer cette communauté d'acteurs et qui va déboucher ensuite sur des projets, etc. Donc voilà, donc on est juste à la rentrée, là, tout début septembre. C'est très court encore, mais on a fait un petit séminaire technique à Bordeaux juste avant l'été. On a vu l'enthousiasme des gens, le fait que finalement, ils trouvent évidemment ça très bien de travailler ensemble. Des premiers projets concrets qui émergent sur des sujets extrêmement différents, parce qu'une fois dit ça, ça peut aller, par exemple, j'en parlais au président Richoux, dans un département voisin du Sein, la Sarthe, ils travaillent sur un meilleur travail entre les services d'urgence, notamment avec le SDIS, qu'ils incorporent dans un meilleur travail avec l'ensemble des partenaires, et pour éviter que les chutes recommencent sans arrêt à domicile, par exemple. Mais il y a plein d'autres sujets. Il y a en Seine-Saint-Denis, ils travaillent sur des tiers-lieux autonomie. Enfin, bon, c'est extrêmement varié, mais ça qu'on souhaite, c'est effectivement susciter l'émergence de projets entre les acteurs. Mais on va avoir aussi un cahier des charges au niveau national, néanmoins, qui est en train d'être élaboré pour donner des lignes directrices et que pour la généralisation, on soit prêt et qu'on ait quand même un attendu, du service attendu vu de la personne. Vu de la personne, c'est ça qui m'intéresse, c'est vu de la personne, c'est ce fameux dernier kilomètre, effectivement, voilà. Qu'est-ce qu'on attend? Parce que oui, il y a des organisations différentes sur le territoire, mais en fait, la demande de la personne âgée, qu'elle soit en Sarthe, en Mayenne, dans la Loire, ou même dans un département d'outre-mer, elle est fondamentalement la même. Elle n'est pas si différente. Donc on va s'organiser, mais il faut qu'on puisse répondre à cette demande. Donc un cadre national et une latitude territoriale pour organiser le dispositif en fonction des spécificités de chaque territoire. Est-ce que déjà vous avez un petit peu ressenti quelle allait être la place ou le rôle des EHPAD dans ce dispositif ? Alors, c'est vrai que dans un premier temps, comme je disais, il faut déjà organiser entre les acteurs institutionnels. Ensuite, deuxièmement, c'est vrai qu'il y a beaucoup du sujet du maintien à domicile, du domicile, quand même, dans cette coordination d'acteurs. Alors, pour autant, les EHPAD, oui, je pense qu'ils vont être de plus en plus, mais peut-être pas tout de suite, mais
concernés par cette démarche. Je parlais parcours patient. Et dans les tables rondes précédentes, on a vu effectivement que les EHPAD de plus en plus cherchent à se décloisonner pour répondre à ce sujet et travailler avec les autres acteurs sur un territoire. Donc le fait même effectivement que dans l'écosystème, on privilégie une culture commune, l'habitude de travailler en commun, ne peut que favoriser tous ces projets qu'on a évoqués, qui ont été évoqués tout à l'heure. Cette culture commune, enfin j'insiste énormément sur ce point, parce que moi je suis frappé en allant voir les acteurs de bonne volonté, collectivités locales, sécurité sociale, ARS, etc., qu'en fait on ne parle pas forcément le même langage. On a besoin de se connaître, on a besoin de réfléchir ensemble, on a besoin d'avoir une approche globale, et ça c'est très important. Et pour l'EHPAD, qui est par essence, si j'ose dire, une institution qui a ce souci et de la santé et du social, et qui doit être à la fois un lieu de vie et un lieu qui répond à toutes les exigences de suivi sanitaire, évidemment, des personnes, et on sait combien de plus en plus il y a des personnes qui sont avec des sujets de santé lourds en EHPAD, eh bien, je pense que cette culture commune, le fait d'avoir cette culture commune sur un territoire, ça sera extrêmement important. Ça sera aussi important pour pouvoir mener des projets et être un acteur de ce décloisonnement du parcours. Alors ça peut être avec l'hôpital. Il y a le sujet donc EHPAD, hôpital, parcours. Alors moi, c'est un de mes dadas. Donc depuis fort longtemps, dans mon rapport grand âge, je disais il faut éviter toutes les urgences évitables pour les personnes âgées. Et on sait qu'il y a des tas de travaux qui existent sur ces sujets. Assure EHPAD donc en Hauts-de-France pour former les personnels d'EHPAD pour éviter des passages d'urgence inutiles. C'est les hotlines gériatriques qui sont diffusées sur un certain nombre de territoires, mais pas partout. Donc qui permettent des expertises, qui évitent aussi ces éléments. Donc il y a des tas d'éléments pour travailler sur le parcours du patient entre l'EHPAD et l'hôpital. Mais c'est aussi effectivement ville EHPAD, et notamment, on a parlé tout à l'heure centre de ressources territoriales, qui était aussi une des idées du rapport grand âge d'autonomie. Évidemment, je suis plus que favorable. Et on voit bien qu'il y a ce sujet de dire, demain, il n'y aura pas le domicile d'un seul coup, et puis l'EHPAD, et ensuite c'est fini, etc. Mais qu'il y aura des choses qui vont se passer, qui doivent se passer donc entre ces éléments. Et je pense que c'est vraiment l'avenir de la prise en charge des personnes âgées. Et donc oui, bien sûr, le SPDA va aussi aider à ces dynamiques. Alors qui dit préfiguration dit généralisation. Comment ça va se passer dans les prochains mois ? Alors, ça, c'est encore un peu trop tôt pour le dire, puisque justement, on compte beaucoup sur le travail des préfigurations pour pouvoir, avec la CNSA, parce que je tiens à dire combien la CNSA s'est investie sur ce sujet, c'est un sujet absolument majeur pour la CNSA. Donc, on observe énormément ce qui se passe sur les terrains, sur les préfigurations, pour pouvoir en tirer le meilleur, pour ensuite pouvoir généraliser. Et puis on a aussi ce travail que j'évoquais sur le cahier des charges, avec des groupes de travail très collaboratifs avec l'ensemble des acteurs. Et je le redis, là je parle grand âge, mais il y a aussi le handicap, qui est tout aussi important pour moi dans cette stratégie. Donc on observe tout ça, et entre maintenant, là on est début septembre, et la fin de l'année, finalement notre calendrier, c'est de pouvoir impulser ce processus de généralisation. Il sera progressif, bien évidemment, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du jour au lendemain de dire voilà, il faut que tout ceci soit en place, etc. Il s'agit d'impulser ces dynamiques en prenant le meilleur de ce qui s'est passé sur les toits des préfigurations. Merci beaucoup, Monsieur Libaud. Madame Courrèges, je me tourne vers vous. Je vais vous donner un micro. Nous avons abordé plusieurs sujets, là, tour à tour, qui projettent les EHPAD dans de nouvelles configurations, de nouvelles organisations, qu'elles soient à la fois territoriales, mais aussi internes ou de coopération.
Quel est votre regard sur, un petit peu conclusif sur ces différents dispositifs que l'on vient d'évoquer? On tourne autour des mêmes enjeux depuis le début de la matinée, et Dominique Libault vient de les rappeler. On est autour des enjeux d'ancrage territorial, de projet de territoire, on est sur le décloisonnement, on est sur la continuité des parcours. Et donc si on redescend maintenant un peu plus sur les EHPAD, on voit bien que ça appelle à faire évoluer le modèle des EHPAD. On ne l'a pas suffisamment dit précédemment, mais les EHPAD, c'est quand même un modèle encore très isolé. En Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai 75% de mes EHPAD qui sont mono-établissements. C'est le seul secteur qui fonctionne encore de façon aussi éclatée. Principalement, c'est le secteur associatif et public qui est aussi éclaté. Dans tous les autres secteurs, il y a eu des logiques de groupes ou de regroupement territorial ou de travail territorial qui s'est mis en place. Même les professionnels libéraux maintenant travaillent beaucoup plus en réseau dans le cadre au moins des communautés professionnelles territoriales de santé. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui rester sur ce modèle très éclaté et mono-établissement par rapport aux évolutions qui sont demandées, ça reste compliqué. D'ailleurs, de facto, on trouve de moins en moins aussi de directeurs d'établissements, et donc c'est des intérims dans tous les sens, des solutions qu'on essaye de mettre en place, mais par rapport effectivement aux enjeux de travaux collaboratifs ou de mutualisation ou de projection, on a vraiment un sujet aujourd'hui d'évolution par rapport à cet éclatement, isolement du secteur des EHPAD. Le deuxième enjeu, c'est de sortir aussi de l'enfermement dans les murs, c'est ce qu'on a évoqué précédemment. Encore une fois, c'est un atout pour un territoire, cette présence territoriale forte des EHPAD, mais si effectivement ils savent aussi se positionner en appui, en soutien par rapport aux autres acteurs du territoire, aussi en relais du secteur hospitalier, par rapport à un certain nombre d'expertises, pour apporter effectivement un certain nombre d'expertises gériatriques, les soins accompagnement sur les soins palliatifs. On voit un certain nombre de sujets sur lesquels l'EHPAD peut être ce relais du secteur hospitalier, et il peut être en soutien des acteurs du territoire, et notamment des acteurs de l'aide à domicile. Ça veut dire que pour aussi accompagner ces évolutions de l'EHPAD, il faut qu'on puisse discuter de transformation de l'offre. Et je le dis, la transformation de l'offre, ce n'est pas un gros mot. Il faut qu'on puisse en parler. Et la transformation de l'offre, ça ne veut pas dire la suppression. Parce que souvent, on caricature, dès qu'on commence à ouvrir ce terme-là, c'est vous voulez supprimer quelque chose, vous voulez fermer quelque chose. Non, je pense que la question sur laquelle on est tous appelés, c'est que justement, on voit bien l'évolution des besoins, on voit les enjeux sur lesquels on est confronté. Ça amène à travailler à la fois sur l'offre de services, sur la répartition territoriale, sur effectivement les ressources et les activités qu'on peut mettre sur un territoire, sur la façon dont on fait travailler ensemble les acteurs, le sanitaire, le social, le médico-social. On voit bien toutes ces articulations sur lesquelles il faut qu'on puisse effectivement travailler. Avec toutefois quand même un risque associé, parce que depuis qu'on parle ce matin, on voit une multiplication de sigles se faire. Là, vous allez bientôt, au bout d'un moment, rejoindre le secteur du handicap sur la multiplication des sigles. Le vrai risque à un moment donné, c'est qu'à force, pour chaque besoin, qu'on crée de nouvelles structures, qu'on crée de nouvelles... et qu'on superpose au fur et à mesure tous ces éléments, en créant éventuellement des effets de concurrence à un moment donné aussi qui peut s'exprimer. Et donc on voit bien, et ça c'est vraiment un enjeu qui est assez fort, surtout sur une politique de l'autonomie qui est partagée, notamment entre l'État, ARS et les collectivités territoriales. On a besoin quand même aussi de lieux de cohérence et d'une lisibilité, de garder une lisibilité de tout ça. Et là, c'est là où je pense qu'on va pouvoir demain s'appuyer beaucoup plus sur les instances qui se mettent en place dans le cadre de la 5e branche ou dans le cadre du SPDA, pour essayer effectivement à un moment donné de garder de la lisibilité. Alors qu'on doit déjà à la personne âgée, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un parcours du combattant encore pour elle, et ça c'est notre travail institutionnel à nous, responsables institutionnels, d'avoir cette cohérence et garder cette cohérence et cette lisibilité finale. Et là on rejoint les enjeux aussi du SPDA. Donc voilà, on voit quand même que les politiques de l'autonomie, elles sont appelées aujourd'hui à des grandes évolutions, à des grandes transformations, mais on a pour ça un certain nombre d'atouts.
Et les EHPAD font partie de ces acteurs qui ont vraiment tout leur jeu, leur rôle à jouer dans cette transformation-là. Mais l'EHPAD de demain, ce n'est pas nécessairement l'EHPAD d'aujourd'hui. Et donc, il faut vraiment qu'on se projette là-dedans tous ensemble. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Libaud. C'était vraiment pour faire une petite pastille, un éclairage sur la question de la Martinique, parce que quand on est en train, comme on le fait depuis 1 heure, de discuter de la dimension territoriale, c'est assez nouveau d'ailleurs, hein, que cette dimension du territoire soit véritablement intégrée dans la réflexion et des pouvoirs publics et même des établissements, parce que pendant très longtemps, on était dans ce secteur-là aussi sur l'idée d'un risque national, du 5e rythme, de l'égalité nationale, de l'égalité... Et on avait presque peine à expliquer que oui, mais enfin, en même temps, chaque territoire est un peu distinct, et donc ça légitime des traitements un peu différents, etc. Donc c'était aussi un peu au cœur de cette séquence. Alors, je voulais juste faire, parce que je l'avais fait dans un rapport qui date de 2021 maintenant, un petit coup de zoom sur la Martinique et la Guadeloupe, notamment la Martinique, d'abord pour faire plaisir à nos amis de Martinique qui sont ici présents. Il y en a chaque année aux assises des EHPAD, mais aussi pour montrer quand même à quel point dans ce territoire-là, il y a un défi, mais dont on ne se figure pas, je crois. Bon, donc j'ai juste quelques chiffres pour vous l'illustrer. Vous prenez les 65 ans et plus dans une population, et vous la prenez donc en Guadeloupe et en Martinique. En 2013, il y a quelques années à peine, 15% des Guadeloupéens avaient 65 ans et plus. En 2050, ce sera 37%. Je ne sais pas si vous voyez l'explosion démographique. Des 65 ans et plus, 15% de la population aujourd'hui, 37% en 2050. La Martinique, 17% des Martiniquais aujourd'hui ont 65 ans et plus. 17%. En 2050, 42%. Et là, ce sont des statistiques sur 25 ans. Donc, ça pourra évoluer. Mais enfin, grosso modo, tout ça est à peu près immuable pour les 20-30 prochaines années. La Martinique est aujourd'hui, si vous prenez la liste des départements les plus jeunes de France, est en 73e position. C'est-à-dire que c'est très loin du département le plus âgé de France, puisqu'ils sont en 73e position. Donc la Martinique et la Guadeloupe est en 84e position. Donc la Martinique et la Guadeloupe sont parmi les départements, le quartile de département le plus jeune de France, aujourd'hui. En 2050, la Guadeloupe sera le 6e département le plus âgé de France. La Martinique passera de la 73e place à la 1re place. En 2050, la Martinique, et c'est à peu près immuable maintenant, sera le département le plus âgé de France, alors qu'il est aujourd'hui en 73e position. Pour vous dire le choc incroyable que ça représente sur un territoire. C'est d'ailleurs pas la situation générale des Outre-mer. Hein. Il y a un très bon rapport d'Éric Cabarets de Stéphanie Adjé qui était sorti à l'Assemblée nationale il y a 2 ou 3 ans. Un rapport aussi du Sénat très intéressant l'an dernier sur la Martinique. Donc les travaux sont assez documentés. Et l'Outre-mer a des... c'est pas un bloc monolithique. Hein. La Réunion n'a pas du tout la configuration, par exemple, de la Martinique. Mais la Martinique, vraiment, il y a un sujet sur lequel on voulait mettre l'exergue parce que c'est une situation tout à fait et radicalement comme on n'a jamais connue. Jusqu'à maintenant, c'était la Creuse, la Corrèze. Demain, c'est la Martinique qui passe devant tous ces départements. Et une fois de plus, dans une période de 20 à 25 ans, donc au fond assez rapide. Le deuxième phénomène de la Martinique, c'est évidemment aussi la pauvreté. Là aussi, 2-3 chiffres pour vous donner les grandeurs d'ordre. Si vous prenez les personnes de 75 ans et plus sous le seuil de pauvreté, on est en France métropolitaine à 8%. 8% des 75 ans et plus sont sous le seuil de pauvreté. En Martinique, c'est 30%. Si vous prenez les personnes âgées qui sont au minimum vieillesse, enfin c'est maintenant l'ASVEB,
l'équivalent du minimum vieillesse. C'est sur la métropole 4% des personnes qui sont au minimum vieillesse. C'est en Martinique 20%. Donc, un vieillissement massif, accéléré, comme on ne l'a jamais connu, et un taux de pauvreté beaucoup plus fort qu'en métropole. Si vous prenez les moins de 20 ans, ils représentent 23% de la population de la Martinique aujourd'hui et 15% en 2050. Donc vous voyez l'effet de ciseau. Explosion des 75 ans et plus, diminution des moins de 20 ans. Et tout ça dans un environnement qui est un environnement où le taux de places médicalisées est évidemment très largement inférieur à la moyenne nationale. En France métropolitaine, vous avez 104 lits médicalisés pour 1000 personnes âgées de plus de 75 ans. Donc le taux d'équipement en France de lits médicalisés, 104. En Martinique, 48. Bon. Donc oui, vous avez un cumul sur un territoire donné d'une population qui va vieillir très fortement, d'une jeunesse qui va diminuer très fortement, donc une population active potentielle qui est en baisse et en diminution, puisque la population de la Martinique va diminuer, pendant que la population métropolitaine va augmenter, moins qu'avant certes, mais va quand même continuer à augmenter, la population martiniquaise diminue. Donc on est dans la situation en Martinique de certaines régions d'Allemagne, et avec une population très vieillissante et une population qui diminue. Je rappelle aussi ces éléments-là, parce que ça fait partie aussi de ce lien entre démographie, vieillissement et territoire. En France, nous avons une population qui va continuer à croître, à vieillir certes, mais dans le cadre d'une population qui croît. En Allemagne, la population va fortement vieillir dans le cadre d'une population qui diminue. Et c'est le cas de toute l'Europe de l'Est. Tous les pays à l'Est de l'Europe vont avoir un vieillissement dans le cadre d'une population qui diminue. Ce n'est pas la même chose que de vieillir dans le cadre d'une population qui augmente, ce qui est le cas de la France, de l'Angleterre, de l'Irlande, etc. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Je vois les dirigeants de la Fondation Partagez Vie qui sont là et qui ont eu l'amitié, quand je suis allé en Martinique il y a peu de temps, de me faire visiter un de leurs établissements. Alors, leur établissement est évidemment tout à fait remarquable, mais il y en a peu en Martinique et il y en a beaucoup dans un état extrêmement dégradé. Donc voilà, donc juste, je voulais vraiment mettre ce zoom sur la Martinique pour montrer, pas seulement de faire un zoom sur un territoire qui mérite d'être souligné, mais montrer surtout que dans ce cadre de la démographie et des territoires, on se retrouve avec des situations qui peuvent être extrêmement différentes, avec des défis au pouvoir public. Alors Cécile Courrèges attend bientôt peut-être cette nomination comme directrice de l'ARS de Martinique, où elle serait confrontée à une situation de politique publique complètement différente que celle qu'elle connaît aujourd'hui dans la région Aura. Voilà, donc c'était juste ce petit coup de zoom que je voulais mettre pour que chacun, à la fois que chacun comprenne bien la dimension territoriale, on aurait pu être beaucoup plus exhaustif, mais qu'il y a des territoires, et je voulais faire ce clin d'œil sur la Martinique parce que plusieurs écrits ont été publiés depuis le Sénat, l'Assemblée, mon propre rapport il y a depuis 3 ans, mais on ne sent pas, là aussi, un vrai plan massif qui permettrait de corriger la situation, alors qu'elle est parfaitement connue pour les raisons que je viens de vous dire. Cette démographie ne changera pas, il y aura une raréfaction des personnes de la population active, le tout évidemment en plus dans un territoire, pour ceux qui le connaissent, qui est très escarpé. Vieillir à Fort-de-France, si vous êtes en fauteuil roulant, il vaut mieux pas être dans certains quartiers parce que vous finissez évidemment très rapidement dans le port. Donc il y a cette dimension-là aussi qu'on n'a pas évoquée forcément aujourd'hui, mais on ne veillera pas de la même façon à la montagne, en milieu rural, en plein cœur de ville, en périurbain. Tous ces défis sont extrêmement différents. Et voilà, c'était aussi, en conclusion, la petite note qu'on voulait apporter, c'est que cette dimension territoriale, elle nécessite vraiment d'être maintenant au cœur de la définition des politiques d'établissement, mais aussi évidemment des politiques publiques locales et régionales.